Je me réjouis de pouvoir animer avec vous ce moment de conférence et d'atelier, parce qu'on va aussi un petit peu pratiquer. Peut-être qu'on peut débuter, enfin je vais du coup partager l'écran, comme ça vous verrez un petit peu le programme de cette conférence. Et puis à certains moments, je vous demanderai de rallumer vos micros, comme ça il y aura aussi un tour pour se présenter et puis aborder différents points par rapport à la pleine conscience. Alors, partager l'écran, ça devrait fonctionner. C'est parfait, c'est bon, ça marche. Là, c'est tout bon? Ok. Et je mets juste... Voilà. Ok, donc, bienvenue du coup pour cet atelier de la pleine conscience avec les enfants et les adolescents. Donc, aujourd'hui, normalement, ça doit fonctionner comme ça, on va voir. Ok, donc dans cette conférence, on va prendre un petit moment quand même de présentation. Je vais pouvoir me présenter, vous aussi. On parlera de qu'est-ce que c'est que la pleine conscience. Peut-être certains pratiquent déjà, d'autres pas. On abordera un point par rapport à l'historique, les fondements de la pleine conscience, d'où ça vient, les cadres théoriques aussi en lien avec cette mindfulness. Et puis, quelle particularité ça a de pouvoir pratiquer de la pleine conscience avec les enfants. Bien évidemment, on abordera les bienfaits et puis comment s'organisent des séances ou comment s'articulent des séances. Comment débuter aussi dans la pleine conscience avec cette population-là d'enfants et d'adolescents. Dans le sens où est-ce que c'est plutôt des petits rituels, est-ce que c'est des séances planifiées de X durée, enfin, tout ça on en parlera. Et puis il y aura un temps de questions-réponses et d'échanges à la fin, mais n'hésitez pas à parler durant la conférence si vous avez des questions. Il y a le chat qui est là, mais vous pouvez aussi désactiver votre micro ou bien lever la main si vraiment vous avez une question. Enfin, il y a aucun souci. L'idée, c'est vraiment de pouvoir rendre cette conférence interactive et que ça puisse vous apporter quelque chose et enrichir votre pratique ensuite soit pour mettre en place de la pleine conscience, soit pour approfondir si vous le faites déjà, ou en tout cas peut-être vous donner l'envie de mettre certaines pratiques de pleine conscience avec les enfants. Donc, on va prendre un petit moment et vous pouvez rallumer du coup vos micros au moment où vous parlez. Donc, pour pouvoir se présenter, et comme ça, c'est aussi plus facile après de pouvoir échanger si je connais vos prénoms et où vous travaillez, si vous avez déjà mis en place de la pleine conscience avec les enfants ou pas. Enfin voilà, tout ce que vous avez envie de dire un petit peu, et puis peut-être vos attentes sur pourquoi est-ce que vous êtes là ou qu'est-ce que vous souhaitez apprendre aujourd'hui par rapport à ça. Donc moi, c'est Julie Bosson, je suis enseignante spécialisée à Genève, en Suisse, et donc j'interviens j'ai une classe d'élèves dans le degré primaire, donc ils sont entre 10 et 11 ans. Ça fait 10 ans que je suis enseignante là-bas, et depuis 2013 que je pratique de la pleine conscience avec mes élèves. Je me suis formée ensuite en 2016 pour avoir une certification dans ce domaine. Donc, j'ai fait un certificat d'études avancées en intervention sur la pleine conscience, qui est fait conjointement entre la Haute École de Santé et puis l'Université de Genève. Et ce qui fait que maintenant, je peux faire des pratiques de pleine conscience, on va dire, de manière un peu plus légitime au sein d'une classe ou dans un groupe, par exemple dans des centres de yoga ou en l'occurrence aussi dans un centre de détention pour adolescents à Genève. Je pratique aussi la pleine conscience avec les adolescents et avec les adultes. Et puis aussi le yoga, parce que j'ai fini ma formation d'enseignante de yoga il n'y a pas longtemps. Et c'est vrai que du coup, je trouve que ces deux approches sont tout à fait complémentaires. Et on le verra, le yoga aussi est une porte d'entrée à la pleine conscience dans les activités qu'on peut proposer aux enfants. Donc voilà, et j'ai découvert donc la pleine conscience grâce à une amie logopédiste qui est venue dans ma classe et qui a proposé du coup de mettre en place de la pleine conscience.
il y a de ça bientôt 10 ans, et j'ai vu en 8 semaines, donc à raison d'1 heure par semaine, la différence et l'impact qu'il y avait auprès d'un groupe classe. Et j'ai vraiment été ouais, tellement bluffée et scotchée par les progrès de chacun, même si c'était pas évident pour tous. D'autant que moi, je travaille avec une population d'élèves à besoins éducatifs particuliers. Donc, c'était vraiment pas évident au début pour tous. Et ils n'étaient pas tous preneurs. Mais après les 8 semaines, tous ont pu, oui, je dirais, développer des petites aptitudes et grandir, en tout cas, grâce à cette pratique de la pleine conscience. Donc, voilà comment je suis tombée dans ce bain-là. Donc après, ben voilà, à vous de vous présenter un petit peu ce que vous avez envie de partager aujourd'hui, d'allumer votre caméra ou pas comme vous voulez, et puis en tout cas d'allumer votre micro du coup. Qui souhaite commencer? Allez, je me lance. Bonjour Marie. Bonjour, bonjour Julie, bonjour Chloé, Cécile, j'ai pas tous les noms à l'écran, Karine, Alice. Alors moi je suis professeure des écoles, donc je travaille en région parisienne depuis une quinzaine d'années, et je suis voilà, sur une nouvelle phase de ma vie, c'est-à-dire que j'ai passé l'année dernière un master en médiation culturelle, et cette année, donc, je suis à mi-temps sur ma classe, qui est un CE1, CE2, et sur un autre mi-temps où j'essaie de développer une auto-entreprise qui s'appelle Minute Papillon, et que j'ai lancée pour travailler plus du côté des institutions culturelles, qui sont magnifiquement ouvertes en ce moment, donc théâtre, cinéma, musée, etc. Pour justement sortir de la classe et transporter un petit peu des petites bulles de culture, voilà, de ci, de là. Alors, on ne peut pas dire que je pratique la pleine conscience avec mes élèves, ça serait faux. Je pratique des petits exercices de méditation, la pratique de l'attention. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est justement, je pense que je m'en sers comme d'un outil, comment dire, d'un outil quand je sens que le besoin se fait sentir. On va dire une journée un peu difficile, un groupe d'enfants particulièrement, on va dire, agité ou déconcentré, ou en tout cas pas sur l'attention que j'aurais attendue. Et je vais m'en servir d'un outil ponctuel et pas finalement, comme ce que vous évoquiez juste avant dans votre présentation, Julie, comme finalement d'un apprentissage sur le long terme, régulier, chaque semaine ou toutes les 2 semaines. Et voilà, je fais prendre conscience à mes élèves, en fait, quand on ressent les uns et les autres ce besoin-là, mais je ne le prévois pas. Finalement, je viens de me rendre compte que je ne m'en sers pas comme d'un apprentissage structuré. Voilà, Ok, mais donc, comme d'un outil. cette Ouais. idée-là, voilà, là, vient de germer à l'instant, au moment de votre présentation. Et peut-être que je suis aussi là pour ça, pour voir un petit peu comment, que ce soit donc l'exercice de l'attention, la pleine conscience, la méditation, la respiration, tout ça, ça peut se structurer finalement au sein d'une classe ou au sein de ma nouvelle activité qui sont, je mène des ateliers donc artistiques, et quand on arrive dans un groupe, ben, il y a forcément des activités pour entrer en contact avec le groupe, fédérer un groupe, attirer l'attention des uns et des autres. Et voilà, et ça, je pense m'en servir aussi dans ma nouvelle activité. Super, très bien, merci Marie. Merci. Continuez seulement de prendre la parole, celle qui... Oui, Cécile. Alors, pour réactiver... J'essaye. Alors, Voilà, est-ce que c'est tout ça bon. marche? Vous Oui, m'entendez? on vous entend. Super, merci. Je m'appelle Cécile, je suis éducatrice spécialisée. Et D'accord. je m'installe là en libéral. Je suis en train de développer mon activité de manière indépendante. Je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, j'ai créé une autre entreprise. Et donc, je propose plusieurs services. Et notamment, là, je viens de mettre en place depuis le mois de septembre, avec un centre de loisirs, des ateliers philo. Alors, bon, ça c'est pas vraiment des ateliers philo encore, mais bon, des ateliers où on travaille la
socialisation, la connaissance de ses différents supports, et on aborde des thèmes différents. Et là, ça se précise vraiment, ce besoin-là de vraiment intégrer à cet espace d'élaboration un temps de pratique d'attention, de quelque chose qui se situe dans le corps, où on est à l'écoute de ce qu'on ressent, de ce qui se passe en nous. Les enfants, par exemple, ils expriment un besoin de mouvement très important pendant ces ateliers-là. C'est un peu laborieux pour eux. Donc, voilà. Et j'ai parallèlement, pour ce centre de loisirs pour lequel je travaille en tant que directrice assez régulièrement pendant des grandes vacances notamment, l'année dernière, j'ai animé, encadré, accompagné le temps calme de l'après-déjeuner. Oui. J'ai appelé ça le petit temps dans ma bulle. Et du coup, voilà, en proposant des supports, un accompagnement avec la voix, tout ça, des outils de visualisation. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment passionnant. Mais du coup, j'ai besoin de plus d'outils, quoi, de pratiques. Enfin, voilà. Et donc, je vais commencer les ateliers Sèvres là, au mois de mars. Donc, je suis super contente de ça. Donc, ça va m'apporter aussi des outils dans la pratique de l'attention. Mais voilà, là, quand j'ai vu votre atelier, voilà, c'était évident que j'avais envie de venir apprendre des choses là. Voilà, merci. Ok, super, merci Cécile. Il y a Alice qui nous transmettait par écrit qu'elle est donc ingénieure pédagogique à l'université et curieuse de découvrir un peu plus les techniques d'approche en pleine conscience. Ok, merci Alice. Si tu peux désactiver ton micro, enfin activer ton micro, pardon. C'était juste pour savoir un petit peu si tu avais déjà pratiqué la pleine conscience ou pas. Mais je sais qu'il y a certaines personnes des fois qui ont du bruit à côté ou qui ne veulent pas activer leur micro. Donc, il n'y a pas de souci si vous préférez interagir sur le chat. C'est faisable aussi. Donc, voilà. Bah voilà, pas de souci, elle me dit qu'elle a du bruit. Mais aucun souci. Donc, merci pour ta présentation, Alice. Chloé, tu levais la main? Oui, je veux bien prendre la suite. Bonjour. Bonjour. Moi, je suis praticienne de la méthode Feldenkrais. Donc, c'est une méthode d'éducation somatique, d'éducation au mouvement, en fait, où on utilise beaucoup la pratique de l'attention. En fait, on parle de prise de conscience par le mouvement, mais on peut, voilà, entre prise de conscience et pleine conscience, il y a aussi des liens. Et où on travaille quand même beaucoup avec, je pense, le même genre d'outils. Et en fait, là, j'ai été invitée à intervenir dans une classe de maternelle. Et c'est vrai que j'ai pas du tout d'expérience avec les enfants même, et puis j'en ai pas dans mon entourage trop, et voilà, j'ai jamais fait trop de métier avec des enfants. Et ça me questionne beaucoup comment adapter la pratique avec ce public-là. Et là, un peu plus spécifiquement, c'est une invitation d'intervenir avec des musiciens sur la notion d'écoute, et du coup de préparer l'écoute du son. Et donc voilà, il y aura un travail un peu transversal avec tout ça. Donc c'est un point de départ, mais après je savais déjà un petit peu dans ma tête que le travail avec les enfants m'intéressait. Et donc ça va être une première. Et donc voilà, je cherche un peu des billes pour adapter l'outil Feldenkrais avec les enfants. Voilà. D'accord. Et les ados, pourquoi pas aussi, parce que c'est vrai qu'il pourrait y avoir aussi des choses hyper intéressantes à faire, et que c'est pas... ouais, ça, je pense que le cadre est à modifier un peu. Ok. Voilà. Super, merci beaucoup Chloé. Qui a pas encore? Karine? Oui, bonjour. Bonjour. Donc moi, je suis prof des écoles en maternelle. Oui. Je découvre la pleine conscience. Alors, je me suis abonnée récemment à Petit Bambou et je trouve ça très, très bien. Par contre, j'ai un petit peu de mal à faire la différence entre pleine conscience, relaxation, sophrologie. Tout ça, j'aurais besoin d'éclaircissement. Et voilà, je suis à la recherche de techniques et d'outils pour les enfants. Voilà. Ok. Super. Est-ce qu'on a fait le tour? Parce que du coup, je vous vois sur 2 pages. Oui, c'est tout bon. Ok.
Ben, merci du coup à toutes pour vos attentes et vos présentations. Hop là. Donc, on va voir un petit peu qu'est-ce que la pleine conscience, effectivement. Cette petite image qui me fait rigoler avec justement, est-ce que c'est être en pleine conscience? Est-ce que c'est avoir l'esprit vide, hein, comme certaines utopies le pensent que, voilà, est-ce que c'est vider l'esprit? Est-ce que c'est au contraire le remplir de conscience? Enfin, c'est un petit peu plein de questionnements qu'on peut avoir. Et puis, pour répondre à la question de Karine, on verra qu'effectivement, la pleine conscience est une méthodologie parmi d'autres. Pour certains, c'est une approche, pour d'autres, c'est une méthodologie, pour d'autres, c'est une façon d'être, un art de vivre. Je ne suis pas sûre qu'il y ait une seule réponse unique. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, c'en est une parmi d'autres et qu'il y a d'autres techniques, comme la sophrologie, par exemple, d'autres techniques de relaxation aussi. Dans la sophrologie, un des buts, c'est quand même d'atteindre une certaine relaxation ou une détente. On verra que dans le cadre de la pleine conscience, la détente, tant mieux si elle est là, mais ce n'est pas forcément le but visé par la pratique de la pleine conscience. Alors, est-ce que ça marche? Ok, donc la pleine conscience, c'est vraiment une méthode qui est validée scientifiquement, complètement validée scientifiquement pour les adultes. Pour les enfants, il y a encore, enfin, la validation scientifique en est plutôt à ses débuts, ce qui fait que pour l'instant, il y a peu d'études, même si ces dernières années, si on regarde, on compare le nombre d'études d'il y a 10 ans par rapport à maintenant au niveau des enfants, c'est x10. Donc, c'est sûr que ça prend un engouement maintenant pour les enfants. Ce qui est sûr, c'est qu'au niveau des adultes, il y a vraiment des études qui prouvent les effets bénéfiques de la pleine conscience. C'est donc une méthode dans laquelle on va porter toute son attention sur le ici et maintenant, non pas sur les préoccupations du passé, ni sur les anticipations de projets futurs ou de qu'est-ce qui va se passer après ou demain, etc. Et on va essayer d'aborder cette présence à l'instant avec vraiment une notion d'attitude du débutant. C'est-à-dire comme si c'était la première fois qu'on faisait quelque chose. Parce que très souvent, l'être humain, adulte ou enfant, peu importe, a tendance à vouloir je dirais, être expert ou en tout cas être à l'aise dans ce qu'on fait. Et puis du coup, ouais, je dirais à simplifier ou à, par exemple, ben, on va manger un aliment et puis on va se dire « Ah, mais ça, je connais, j'ai pas besoin de me concentrer dessus pour savoir que c'est un morceau de pomme ou un morceau de banane. » Et peut-être qu'avec un esprit du débutant, l'expérience est tout à fait différente. On aborde dans la pleine conscience la notion de pilote automatique aussi, que vous devez certainement connaître quand, par exemple, si certaines d'entre vous ont le permis de conduire, on veut conduire d'un point A à un point B. Et puis, très souvent, on est pris dans nos préoccupations alors qu'on devrait être complètement centré sur la route. Et arrivé à notre point B, ben, on ne se rend même plus compte de est-ce qu'on avait croisé X ou X voitures sur la route, est-ce qu'il y avait des bouchons à tel endroit. Des fois, on ne se souvient même plus de par quel chemin exact on est passé, tellement on était voilà, un peu dans une espèce de pilote automatique de la conduite, là en l'occurrence avec cet exemple. Et les enfants, c'est pareil aussi des fois dans certains gestes de la vie de tous les jours, où ils le font un peu en pilote automatique parce qu'ils sont habitués à les faire, que c'est devenu comme une espèce de rituel. Et puis, il y a un côté positif à ce pilote automatique. Hein. Si on devait chaque jour réapprendre tous les petits gestes qu'on fait, ne serait-ce que par exemple pour l'apprentissage de la conduite, ce serait impossible. S'il fallait réfléchir à chaque geste, à chaque chose, donc l'automatisation de certaines choses est très bien et ça soulage aussi notre esprit, notre attention d'avoir ces automatismes. Mais par moment, on est vraiment pris dans ce pilote automatique et on n'est plus dans l'instant présent. On n'est plus dans la conscience du moment. Et c'est grâce à cette pratique de la pleine conscience qu'on peut y revenir, entre autres. La respiration va jouer un rôle central dans la pratique de la pleine conscience. Vous allez le voir après, on abordera un peu les différents points et focus qui peuvent être utilisés dans la pleine conscience.
Et puis, on part du principe aussi que dans la pratique de la mindfulness, on peut aborder ou s'approcher des choses agréables tout autant que des choses désagréables, c'est-à-dire des émotions qui nous paraissent, normalement on n'utilise pas ce terme-là, positif et négatif, on utilise plus agréable et désagréable, mais disons qu'on va pouvoir du coup s'approcher des moments difficiles ou des sentiments qui sont peut-être plus difficiles à vivre, et ce ne sera pas uniquement une recherche de bien-être ou uniquement une recherche de ce qui nous plaît ou des événements ou des sentiments positifs ou agréables à vivre. Et puis un des points essentiels, c'est effectivement que l'enfant ne peut pas mal faire, puisque vu qu'il est là dans un processus d'apprentissage, tout comme l'adulte, dans le cadre de la pleine conscience. C'est son expérience du moment présent et c'est la sienne, qui sera complètement différente de la vôtre, complètement différente de ton camarade, peut-être d'un autre adulte qui aura dans la salle avec vous. Donc, chacun a son expérience du moment présent et c'est ça qui est très, très valorisant aussi pour l'enfant. Et je dirais même dans le cadre de pratiques de pleine conscience avec des adultes, c'est valorisant d'avoir le droit d'avoir sa propre expérience et c'est juste ce qu'on fait. J'aime bien cette définition d'Edelmex, qui est vraiment un auteur qui parle beaucoup de pleine conscience. Il dit que c'est s'arrêter, regarder et agir. Donc, c'est faire une pause, donc cette notion d'arrêt, pour être présent à la réalité du moment avec une attention ouverte et bienveillante, afin de pouvoir y répondre avec plus de liberté. Et donc, c'est vraiment cette notion de mettre une petite pause, de pouvoir regarder ce qui se présente dans l'expérience du moment présent, et ensuite de pouvoir agir. Et que ce soit pour les enfants ou pour les adultes, je trouve que la pleine conscience amène vraiment cette notion de liberté, de choix de réponse. Souvent, on est pris dans par exemple, un conflit avec un autre adulte, ou bien pour des enfants, des conflits entre des camarades. Sur le moment, donc avec l'énervement, on va peut-être avoir envie ça fait un peu comme stimuli et réaction, ben voilà, on a envie de répondre directement au tac au tac et puis de pas forcément réfléchir à la manière de répondre. Et là, il ne s'agit pas forcément de réflexion sur comment répondre, mais de pouvoir juste prendre une pause. C'est comme si ça nous amenait un petit peu de recul ou de tempérer la réaction et puis ensuite de pouvoir voir tout le panel de réponses possibles. Donc, c'est en ce sens que je trouve que la pleine conscience amène vraiment plus de liberté. Et si elle devait avoir un but, souvent on dit que la pleine conscience, son but, ce serait d'amener justement cette notion de liberté et non pas de la détente ou que du bien-être ou ce genre de choses, mais vraiment cette notion de choix et de liberté. Il y a quelques notions clés au niveau de la pleine conscience. Donc, on parle d'intention, d'attention et de bienveillance, notamment dans l'intention d'être présent. Et c'est vrai que la pratique de la pleine conscience, pour adultes ou pour enfants, en classe ou à l'extérieur, en cabinet, enfin, peu importe, demande quand même un petit peu d'engagement. C'est quelque chose où donc on met une intentionnalité d'être présent, d'avoir notre attention sur le moment et d'être là, de participer à la séance, par exemple. Tout comme un atelier de philo ou ce genre de choses, ben, on va demander à l'enfant d'être là du mieux qu'il peut dans l'activité. On parle donc bien évidemment d'attention, parce que c'est un travail de l'attention. On peut parler aussi de fil de l'attention. Des fois, c'est un terme qui revient. Et puis, bien évidemment, de bienveillance dans le sens où l'enfant ne peut pas mal faire, l'adulte non plus, vu qu'il participe aux séances, notamment. Et chacun a son expérience du moment présent, ce qui fait qu'on va mettre de la bienveillance vis-à-vis de soi-même, parce que donc, voilà, on n'est pas... l'idée, c'est pas d'être des experts, mais c'est d'être là dans le moment avec l'expérience de chacun. Et puis, la notion de bienveillance aussi avec les autres. Parce que très souvent, les activités de pleine conscience se font en groupe. Donc, ça permet aussi de pouvoir travailler les moments d'échange, travailler le partage d'expérience,
la tolérance, l'écoute de l'autre, et donc bien évidemment la bienveillance aussi entre les membres de l'activité pleine conscience. Donc la pleine conscience, c'est vraiment par l'observation et par l'expérimentation, qui sont donc les deux clés, les notions clés de cette pleine conscience, que ça va pouvoir se mettre en place. Ça ne va pas s'enseigner comme un cours de maths ou un cours de français. Donc c'est vraiment par le fait d'être dans l'expérience même de cette pratique de pleine conscience que aussi bien l'adulte que l'enfant pourront développer des aptitudes à cette pratique de la mindfulness. Plus concrètement, on va donc, dans ces moments de pleine conscience, inviter l'enfant à déplacer son attention sur différents points de focus. Donc, on peut, par exemple, amener l'attention au niveau de la respiration, on peut amener l'attention sur les pensées, sur les sons, sur les émotions, les sensations. Du coup, Chloé, tu parlais aussi de musique. C'est vrai qu'il y a tout un pan de la pleine conscience où on peut vraiment favoriser l'écoute attentive des sons, des bruits, des sons à l'intérieur de soi, des sons dans la pièce, des sons à l'extérieur. Et tout ça peut passer par des méditations guidées ou des exercices en tout cas avec des sons. Mais voilà, il n'y a pas qu'un seul point de focus. On n'est pas obligé de méditer que sur sa respiration. Et au contraire, si on fait que ça, ben, ça risque d'être peut-être un petit peu lassant pour l'enfant. Là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir aborder plusieurs points de focus, ce qui permet de varier aussi les différentes attentions et puis de rendre la tâche un petit peu plus ludique aussi pour les enfants. Peut-être certaines connaissent déjà 2-3 noms là, sur ce slide de présentation. La pleine conscience, c'est vraiment quelque chose, enfin, ce terme pleine conscience, et notamment en anglais mindfulness, un terme qui a été développé donc, dans les années 70, notamment par Jon Kabat-Zinn, qui est donc un chercheur, enfin docteur et chercheur à l'heure actuelle encore, et qui lui était très intéressé de savoir quelle était l'interaction entre le corps, l'esprit, la pleine conscience et la guérison, notamment sur le corps. Il avait créé le Center for Mindfulness aux États-Unis, et dans ce centre hospitalier, il s'est intéressé notamment à mettre en place de la pratique de pleine conscience pour des patients, et puis voir ensuite les effets de cette pratique sur des rémissions, sur des maladies telles des cancers, ce genre de choses. Et du coup, c'est lui qui a permis, en fait, je dirais, une mise en place de pratiques qui, à la base, effectivement, sont issues quand même des traditions bouddhistes, parce que c'est de la méditation. Simplement, il l'a rendu vraiment accessible à tous, et donc, on a fait une pratique qui est devenue laïque, de manière à pouvoir la transférer, lui en l'occurrence, dans son hôpital, enfin dans son centre pour la mindfulness. Et c'était vraiment son envie, en fait, pouvoir développer une approche qui peut-être avait des fondements, effectivement, en lien avec la méditation, et donc issue d'autres traditions que celles des États-Unis, mais dans le but, justement, de pouvoir amener ça dans un milieu laïque. Ce qui fait que maintenant, elle s'utilise vraiment dans de nombreux endroits. On voit que ça se développe, il y a vraiment un engouement pour la pleine conscience. Ça se passe dans des hôpitaux, dans des prisons. En Suisse, il y a aussi, et en France, je sais que ça se développe aussi, pas mal justement dans des centres pénitentiaires, en entreprise aussi beaucoup. Et puis avec les enfants, ça commence à bien se développer aussi, pas partout. Au Canada, énormément. En France, ça commence à bien se développer. En Suisse, ça reste encore un petit peu compliqué. Je pense, la peur de ce terme de méditation, qui malheureusement, pour l'instant, au niveau des mentalités, renvoie encore trop de connotations à quelque chose de religieux, malgré le fait que ce soit une activité qui est totalement dénuée de propos religieux ou de spiritualité. Vraiment, il y a un travail de l'attention. Et peut-être que si ça avait un autre nom que méditation, mais qu'on parlait d'attention consciente ou de présence consciente, puis que ça s'arrêtait juste à ce terme-là,
je pense que ça passerait mieux. Et je trouve dommage de devoir changer le nom pour une question linguistique. Mais voilà, je me dis aussi que chaque chose fait son petit bout de chemin. Je sais que il y a même 30 ans, personne n'aurait pensé à mettre de la pleine conscience en prison ou dans les hôpitaux, ça débutait. Et dans les écoles, on n'en parle même pas. Donc, je pense que ça commence et que peut-être dans 50 ans, on se dira, mais bien sûr, c'est une évidence. Si on voit tous les bienfaits qu'il y a pour nous, adultes, pourquoi est-ce qu'on n'enseignerait pas ça à nos enfants? Donc, j'ai bon espoir par rapport à ça. Ça permet vraiment de prendre conscience de ses propres ressources. Tout est là à l'intérieur de l'enfant pour qu'il puisse avoir accès à ça. À partir du moment où on a la possibilité d'être conscient d'eux, il n'y a pas besoin d'autres aptitudes pour pouvoir être praticien de pleine conscience. Donc en soi, oui, je dirais que c'est faisable pour tous à partir du moment où on a cette capacité d'être conscient de ce qui se passe en soi. C'est pour ça que pour les tout jeunes enfants, normalement, on n'appelle pas ça pleine conscience. Pour les tout petits, 3, 4, 5 ans, on va plus parler d'attention au corps. Mais pour moi, le terme, c'est une question de terminologie, mais ils peuvent déjà pratiquer de la pleine conscience à 5 ans, à 6 ans. Il n'y a aucune restriction par rapport à ça. Et puis, il n'y a pas de restriction par rapport aux populations avec qui pratiquer de la pleine conscience, que ce soit enfants, adolescents, jeunes ou pas. Pareil, moi, donc, je travaille avec des enfants qui sont dans le domaine du spécialisé. Il n'y a aucun souci pour, au contraire, leur apporter des outils supplémentaires. Et c'est peut-être eux qui, des fois, en ont encore plus besoin qu'un enfant en circuit ordinaire. La seule contre-indication pour l'instant médicale qu'il y a, aussi bien avec les enfants qu'avec les adultes, c'est des personnes qui présentent des traits psychotiques. Parce que du coup, le fait de pouvoir vraiment se centrer sur soi, pour une personne psychotique, ça peut amener plus de confusion et de difficultés. Mais pour d'autres enfants, par exemple, troubles du déficit de l'attention, il n'y a aucun souci. On s'est rendu compte même qu'avec les enfants ayant des TSA, donc troubles du spectre autistique, c'est faisable aussi. Donc vraiment, il n'y a pas d'autres contre-indications que les personnes psychotiques. Et puis donc, dans cette pleine conscience, effectivement, il y a comme on dit, des attitudes à cultiver ou des attitudes qu'on va mettre en évidence et qu'on va permettre pour l'enfant peut-être de découvrir, parce que peut-être qu'il ne les connaissait pas telles quelles au niveau des noms, mais surtout de pouvoir enrichir un peu cette palette d'attitudes. Au niveau de ces attitudes, normalement, on parle donc de 9 attitudes, où avant, John Kabat-Zinn en avait au début nommé 7, puis il a revu son travail, il en a nommé 9. C'est notamment le non-jugement, la patience, l'effort prise, l'acceptation, la gratitude et la générosité. Et ces 9 attitudes, c'est vraiment des choses qui sont centrales, qui doivent être partagées et par l'adulte et par les enfants, bien évidemment, et puis qui sont en soi des compétences innées. Un enfant, le fait d'être patient, alors ok, on va lui l'inculquer quand il est petit, mais disons que c'est quand même quelque chose qu'il va avoir en lui. Après, il peut l'avoir de manière plus ou moins développée, selon comment est-ce qu'on lui apprend, par exemple, à être patient, ou selon comment est-ce qu'on lui inculque la valeur, par exemple, de la générosité ou de la gratitude. Et du coup, vraiment, on va pouvoir lui permettre de développer ces points-là, de voir aussi ce que ça lui apporte. Et peut-être que c'était des compétences qui étaient donc qui sont présentes en lui, mais qui étaient pour l'instant un peu mises sous silence. Et puis, le fait d'observer avec curiosité ce qui se passe dans son propre corps va lui permettre d'être plus présent et puis peut-être justement de débloquer ses compétences. Donc, c'est un petit peu comme si on lui offrait une malle à outils avec des outils supplémentaires, dont la pleine conscience. Et puis, c'est ça qui va lui permettre ensuite de pouvoir, je dirais, améliorer sa qualité de vie, mais aussi améliorer sa qualité au niveau des apprentissages,
Donc voilà. Au niveau des 9 attitudes, donc je les renomme. C'est le non-jugement, donc non-jugement vis-à-vis de soi-même, mais aussi vis-à-vis de l'autre. La patience. Et à nouveau, à chaque fois, c'est des attitudes qui sont vis-à-vis de soi-même, mais aussi vis-à-vis du groupe. Patience dans le sens où la pratique de la pleine conscience nécessite et demande de la patience. C'est sûr que c'est pas en une fois, en pratiquant, en voulant s'asseoir et se mettre 20 minutes en tailleur, qu'on va se dire c'est bon, je gère, j'ai très bien fait, et à aucun moment j'ai eu mes pensées qui sont parties à gauche à droite et ça ne m'a pas dérangé de pratiquer comme ça. C'est généralement pas comme ça que ça se passe. Donc en tout cas, si ça vous arrive une fois et que c'est la première fois, dites-le moi parce que vraiment, je serais étonnée. Mais chaque pratique est différente d'une personne à une autre. Mais ce qui est important pour l'enfant, c'est vraiment d'avoir cette notion de patience. Et puis pour vous, professionnels, de cultiver aussi cette notion de patience dans le sens où ça ira pas forcément comme vous avez pensé que ça irait, pas forcément au rythme que vous avez estimé que ça irait. Parfois, vous avez envie de les emmener dans un sens et puis vous verrez que c'est le contraire. Vous vous attendez à avoir du calme dans la séance et puis ce sera l'inverse. Et ainsi de suite. C'est au niveau des attentes. Très souvent, on a des attentes particulières liées à la pratique notamment de la pleine conscience. Et puis du coup, on risque d'être déçu à cause de ces attentes. Soyez patient et bienveillant avec vous-même aussi, avec le groupe. La troisième attitude, c'est l'effort juste. On appelle ça aussi le non-effort. Dans ce terme de non-effort, on pourrait croire que c'est de la paresse. C'est pas du tout dans ce sens-là. C'est cette notion de balance entre est-ce qu'il faut faire toujours plus ou au contraire ne rien faire. Est-ce qu'on va demander à l'élève toujours plus, toujours plus, toujours plus? Et c'est vraiment cette notion de s'écouter en fait. La quatrième attitude, donc la confiance. La cinquième, donc le lâcher prise. On a aussi l'acceptation, la gratitude et la dernière, c'est la générosité. Juste une petite question. Ces Oui. attitudes-là, elles sont pas. Il n'y a pas de hiérarchie Du tout. dans ces différentes postures. On est d'accord, c'est ce qu'on. Oui. Oui, non, il n'y a pas du tout de hiérarchie. Le non-jugement n'est pas plus ou moins important que l'effort juste que j'ai nommé en troisième. Elle pourrait être nommée dans un autre sens. Il y a juste la gratitude et la générosité qui ont été rajoutées après par Jon Kabat-Zinn dans son énumération des attitudes de la pleine conscience. Mais c'est pas parce qu'il les a rajoutées après que ça veut dire qu'elles sont moins importantes. Au contraire, c'est juste des attitudes à cultiver qui sont nécessaires et importantes dans la pratique de la pleine conscience. Je dirais qu'elles sont nécessaires et importantes dans la vie de tous les jours, mais dans la pratique de la pleine conscience, elles sont centrales. Mais effectivement, aucune hiérarchie par rapport à ces attitudes. Et en pratique, du coup, écoutez ce que c'est. Je vous propose du coup une petite pratique, 3 minutes de pleine conscience. Pour ça, vous pouvez simplement vous asseoir. Donc, normalement, vous êtes tout assise sur une chaise. Avec les enfants, moi en classe, je pratique normalement sur une chaise. Donc, avec les enfants, chacun est assis sur une chaise de bureau. Il y a des classes où ils pratiquent assis sur des tapis. Moi, de temps en temps, sur certaines séances, on fait des exercices de yoga ou ce qu'on appelle le body scan, on verra après, donc c'est un exercice où on est couché. Et là, du coup, vu que les tapis sont déroulés, j'en profite pour faire la pratique méditative assise en tailleur sur le tapis. Mais sinon, très souvent, les élèves pratiquent sur une chaise. Dans les entreprises, par exemple, ça se pratique aussi sur des chaises. Et c'est vrai que du coup, c'est facile, c'est agréable. Après, il y a des enfants pour qui je trouve que c'est intéressant de varier les modalités parce que certains enfants ne sont pas du tout à l'aise sur une chaise et au contraire très bien en tailleur. Et pour d'autres, c'est l'inverse. Donc, c'est important de pouvoir observer ça avec les enfants et de se dire, OK, peut-être pas forcément de les laisser choisir au début, mais en tout cas de varier peut-être d'une séance à une autre ou selon ce que vous proposez et la rythmicité de ces moments de pleine conscience. La seule différence avec la chaise,
C'est simplement que généralement, on est assis sur une chaise en ayant le dos contre le dossier, ce qui fait qu'on a le haut du corps qui est généralement un peu en arrière, un peu relâché, on est tranquille. Là, c'est une posture qui est quand même plutôt dynamique, c'est-à-dire qu'on va s'avancer un tout petit peu sur l'avant de la chaise de manière à ne plus avoir le dos contre l'assise. Et puis, si on a la chaise qui est normalement correctement réglée, on doit avoir les pieds qui touchent au niveau du sol, c'est-à-dire la plante des pieds alignée au niveau du sol. Ça, c'est très important pour les enfants aussi, de ne pas avoir les pieds dans le vide, de pouvoir se sentir ancré, solidement installé. Et du coup, je vous propose, pour débuter cette séance, donc 3 minutes, je rappelle donc 3 minutes d'espace de la respiration, juste de fermer les yeux si c'est OK pour vous. Vous pouvez laisser les mains se poser au niveau de vos cuisses. Si c'est désagréable d'avoir les yeux fermés ou que c'est anxiogène pour vous, vous pouvez fixer un point environ 1 mètre devant vous au niveau du sol. Puis je vais donc guider cette pratique et vous avez simplement à écouter et à être là. Prenons le temps de nous installer confortablement, les pieds solidement ancrés dans le sol, le dos droit, la tête dans le prolongement de la colonne. Et simplement, laissons nos mains se reposer au niveau des cuisses. Et prenons quelques instants afin de sentir tous les points de contact de notre corps. Point de contact des pieds avec le sol, en sentant les orteils, les talons, l'extérieur des pieds, la plante. Point de contact de nos mains avec les cuisses. Peut-être la chaleur des mains. Point de contact de nos fessiers sur l'assise, sur la chaise. Et veillons à avoir le dos bien droit, allongé comme un roi ou une reine sur son trône. Et dans cette posture stable, solide, confortable à la fois, nous allons déplacer notre attention en ce moment au niveau de notre respiration. La respiration telle qu'elle est, sans avoir besoin de modifier ou de changer quoi que ce soit, juste la respiration du moment. Peut-être au niveau du ventre ou au niveau de la poitrine, ou encore au niveau des narines. Observons avec curiosité le va-et-vient de la respiration. Chaque inspiration, chaque expiration. Ce mouvement fluide et régulier. Comme des vagues. Et quel que soit l'endroit que vous avez choisi d'observer, le ventre, la poitrine, le nez, observez simplement avec bienveillance votre respiration en ce moment, telle qu'elle est. Rapide, lente, peu importe.
Puis déplaçons notre attention à l'ensemble de notre corps. Ouvrir l'attention au corps entier qui respire. Comme si l'on respirait depuis le sommet de la tête jusqu'aux orteils. Et lorsque la cloche sonnera, veillons, si c'est possible pour nous, à garder cette qualité d'attention, encore dans la suite de la présentation. Vous pouvez tranquillement ouvrir les yeux et vous réinstaller au niveau de votre chaise de manière confortable. Faire les mouvements nécessaires. Et peut-être pour celles qui n'ont jamais pratiqué de pleine conscience, si vous voulez faire un retour, avoir un petit moment d'échange sur comment est-ce que c'était, est-ce que vous aviez des pensées, est-ce que c'était anxiogène, au contraire pas du tout. N'hésitez pas si jamais vous avez envie de partager à ce moment-là ou de garder vos remarques pour la fin. Sentez-vous libre d'interagir. Ok, Alice disait, elle a toujours l'impression de mal faire ou mal respirer ou mal se poser. Mais ça, c'est vrai que c'est la notion vraiment de jugement. Alors déjà, Alice, enfin, t'inquiète pas, le fait de réagir comme ça, c'est tout à fait normal. C'est dans la nature humaine de l'esprit de vouloir se juger ou de se dire ah mais l'autre il doit mieux faire, et puis vous verrez que les enfants aussi ils se le disent, des fois ils le pensent, ah mais ce que je fais c'est pas normal, ou mon copain il a dû faire mieux que moi, il a réussi à fermer les yeux tout le long, ça veut dire qu'il a mieux réussi. C'est vraiment quelque chose qui s'apprend, c'est des pratiques qui s'apprennent. Pour un enfant notamment par exemple, moi dans ma classe les premières pratiques, peut-être qu'elles ont duré en début d'année 1 minute, et puis à la fin de l'année, ils arrivent à faire 20 minutes de méditation, où ils sont vraiment centrés sur eux, mais à force de répétition et d'apprentissage. C'est comme si on demandait à un enfant qui n'a jamais nagé de pouvoir faire du 100 mètres libre, il ne sait pas. Enfin, ce serait juste aberrant de lui demander ça. Et c'est pareil vis-à-vis de vous-même. Donc Alice, de ce que je crois, parce que tu disais curieuse de découvrir les techniques de pleine conscience, donc j'imagine que tu pratiques pas très souvent la pleine conscience. Au début, quand j'ai débuté la pratique de la méditation de pleine conscience, pour moi, c'était hyper difficile, ne serait-ce que d'être assise sans douleur, ou avec pas trop d'inconfort, de pouvoir... ok, ouais, tu as essayé Petit Bambou. Ben, c'est une très bonne piste d'approche. Moi, j'ai eu la chance, du coup, de pouvoir pratiquer aussi dans des groupes de pleine conscience, et je trouve que c'est vraiment plus riche aussi d'être avec un groupe. J'aime bien le principe des applications parce que je trouve que c'est pratique aussi, mais personnellement, j'en utilise pas. Je trouve que le fait de vraiment pouvoir... Enfin, mes formations, ça a été à chaque fois fait dans des groupes, et puis quand je pratique la méditation, maintenant je le fais sans support, donc j'ai pas besoin de... Enfin, je le fais sans enregistrement, mais le fait de pouvoir pratiquer dans des groupes, c'est vraiment une autre dynamique, une autre approche. Et je trouve que c'est enrichissant aussi, parce que justement, souvent, à la fin d'un moment de pleine conscience, les enseignants ouvrent aussi la porte justement à des questions, à un moment de questions, échanges. Et du coup, c'est là qu'on peut parler des difficultés. J'avais hyper mal au genou, à la hanche, ou alors j'avais tout le temps des pensées qui revenaient, j'arrivais pas à ramener mon attention. Ça permet de pouvoir aussi poser ces questions, voir qu'on n'est pas les seuls à avoir des pensées, c'est normal. Et ouais, se rendre compte
qu'à partir du moment où on est là et puis qu'on observe notre pensée, notre attention qui part, et puis qu'on la voit partir et on la ramène, à partir du moment où on a juste pris conscience que notre attention était partie, c'est déjà là qu'on est dans la pleine conscience. Donc, on ne peut pas se dire « j'ai raté mon exercice, j'ai raté ma pratique ». Non, à partir du moment où justement, vous étiez perdu dans vos pensées, puis vous vous rendez compte de ça, et pour l'enfant, c'est pareil, à partir du moment où il se rend compte qu'il était parti, il est totalement dans la pratique de la pleine conscience. Et je trouve que c'est très déculpabilisant pour l'enfant de pouvoir se dire, en fait, il ne s'agit pas de faire le vide et de ne pas penser du tout. Et souvent, moi, je leur fais faire un petit exercice où justement, je leur dis, OK, maintenant, pendant 2 minutes, la consigne est la suivante. Vous allez arrêter de penser et surtout pas à, et puis j'invente un sujet. En l'occurrence, là, l'exercice que j'ai choisi, c'est et surtout pas une chaussette rouge. Ils savent tous ce que c'est qu'une chaussette, ils savent tous la couleur rouge. C'est assez parlant. Et vous pouvez être sûr que tous dans leur tête, ils ont l'image d'une chaussette rouge. Et même si je ne leur avais pas induit ça, si je leur dis arrêtez-vous de penser, c'est très difficile. Et vous ferez l'exercice vous-même après, si vous voulez, de vous dire OK, pendant 2 minutes, je ne pense plus. Et puis rien que le fait de se dire cette phrase, il y a d'autres choses qui viennent dans la tête. Et pour les enfants, en fait, souvent, ils ne se rendent pas compte que même, par exemple, avoir une phrase ou quelque chose comme ça en tête, c'est déjà une pensée. Donc, pour eux, ils ne sont pas forcément conscients de vraiment qu'est-ce que c'est qu'une pensée ou est-ce que c'est possible de s'arrêter de penser. Et au début, quand on leur demande, mais c'est possible de s'arrêter de penser? Oui, 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 oui. Et ils se rendent bien compte que non, c'est pas possible, ou en tout cas par petits moments. Et que là, c'est pas le but de la pratique de la pleine conscience. Par rapport aux postures, c'est vraiment tout un apprentissage aussi. Sur la chaise, c'est un peu plus facile. Si c'est en tailleur, moi, je conseille si c'est vraiment pour rester longtemps et si c'est pour vous, par exemple, adulte, qui vous voulez développer cette pratique de la pleine conscience, mettez quelque chose au niveau des fessiers pour surélever l'assise. Et comme ça, si vous êtes en tailleur, vous avez les genoux qui sont un peu plus bas. Et puis, ça ne bloque pas au niveau des hanches. Vous verrez que c'est beaucoup plus confortable. Donc, même un coussin, deux coussins, mais histoire d'être vraiment assis sans avoir les genoux qui remontent, parce que ça bloque au niveau des hanches. Et ce n'est pas du tout agréable. Donc, voilà par rapport à la posture. Et par rapport au fait de mal respirer, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de respirer. Généralement, là, tous ces temps, on entend encore davantage les bienfaits de la respiration au niveau du ventre. Mais il n'y a pas de… quand on enseigne la pleine conscience ou quand on instruit des pratiques de pleine conscience, on va toujours rendre attentif au fait qu'on apporte l'attention sur la respiration telle qu'elle est sur le moment même. Que ce soit dans le ventre, dans les poumons, au niveau des narines, quel que soit l'endroit où l'enfant va pouvoir amener son attention. Et c'est pareil pour vous, vu que vous faites l'exercice au même moment. Si votre attention et votre respiration, vous la sentez au niveau des poumons, c'est OK. Si elle est saccadée, elle est saccadée. Si elle est rapide, c'est pareil aussi. C'est OK, c'est l'expérience du moment présent. Et ça permet d'autant plus vite de faire passer, au cas où, si jamais par exemple on a la respiration qui est saccadée ou qui est très rapide, le fait de se dire OK, elle est là, elle est comme ça. 5 minutes plus tard, peut-être que cette respiration elle aura changé. Et puis c'est là justement qu'on va se rendre compte qu'il n'y a rien forcément qui reste tel quel. L'expérience au début de la pratique de méditation et puis à la fin, elle est complètement différente. Et puis pareil avec les douleurs. Si on avait une douleur au niveau du genou et puis qu'à la fin, elle est dans la hanche, c'est un changement, c'est un processus. Et tout est un petit peu changement au niveau de cette pratique de la pleine conscience. Donc en tout cas, voilà, Alice, dis-toi que c'est vraiment normal de se dire au début qu'on a l'impression de ne pas bien faire, alors qu'en fait, à partir du moment où vous décidez simplement d'être dans cette observation, de commencer en vous, vous êtes dans la pratique de la pleine conscience. Même si c'est agité, même si c'est les tourbillons, même si c'est les tourbillons émotionnels, même si c'est des douleurs, quoi que vous observiez, c'est que votre attention, elle est là. Donc, si elle est là, c'est que vous êtes déjà dans la pratique de la pleine conscience. Et ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, la pratique de la pleine conscience va parfois amener des choses qui, justement, ne sont pas faciles à voir.
parce qu'elle va peut-être amener justement sur des douleurs ou des émotions difficiles, pareil pour l'enfant. Et alors, elle n'est pas à proprement parler thérapeutique dans le sens où on n'est pas, enfin en classe ou avec un groupe éducatif, on n'est pas thérapeute en même temps, mais c'est sûr qu'elle a quand même des vertus ou des points thérapeutiques quand même qui se travaillent. Mais l'idée, c'est pas d'aller chercher non plus ce qui est délicat ou ce qui est douloureux ou ce qui est désagréable. On va pas non plus spécialement chercher ce qui est plus difficile. Donc avec les enfants, la pleine conscience, c'est vraiment une adaptation des programmes qui ont été faits pour adultes, avec des thèmes définis. Après, bien évidemment, il y a des pratiques de pleine conscience qui se font en contexte scolaire, d'autres plutôt en cabinet, par exemple, ou avec des psychologues ou des éducateurs. Et puis, il y a, donc, comme je le disais, voilà, pour certaines personnes, plutôt des programmes ou des pratiques qui vont se faire semaine après semaine. Et puis, pour d'autres personnes, comme le disait notamment Marie, le fait d'utiliser des petits rituels ou des petits moments, outils, comme ressources pour les élèves dans la pratique de la pleine conscience. L'un n'est pas forcément contradictoire avec l'autre, et je pense que c'est très intéressant d'avoir les deux choses. Le fait d'avoir quelque chose dans le contexte de la classe ou dans le contexte d'un groupe, je pense que c'est très utile et qu'il y a beaucoup de points positifs. Le fait notamment que ce soit ritualisé, qu'on puisse revenir plusieurs fois sur certains thèmes, ça laisse un petit peu plus de temps pour aborder les notions qui sont travaillées en pleine conscience. Et ça n'empêche pas justement, et ça c'est vraiment l'avantage en contexte scolaire, c'est que l'enseignante peut à tout moment reprendre ou faire des petits rappels de choses qui ont été vues en pleine conscience, dans le moment pleine conscience, on va dire. La grande majorité des auteurs s'accordent à dire qu'il faut une durée de minimum 8 semaines pour qu'une pratique de pleine conscience avec des enfants elle ait des effets entre guillemets visibles. Moi, c'est vrai que ma première pratique, je l'ai fait donc avec des élèves et c'était sur 8 semaines. J'ai vraiment vu des effets au bout de ces 8 semaines. Maintenant, je trouve que c'est très intéressant de pouvoir poursuivre, pas juste faire 8 semaines et s'arrêter, ce qui pour moi serait un peu un non-sens. Mais du coup, moi, j'ai souhaité continuer avec mes élèves et du coup, j'ai créé un programme qui se fait sur une année avec des séances hebdomadaires d'1 heure. Mais les programmes sur 8 semaines se font aussi sur des séances environ d'1 heure. Ça peut être 45 minutes. Il y a d'autres programmes en France qui se font par exemple sur 2 séances hebdomadaires de 20 minutes à chaque fois. Moi, je trouve intéressant avec des enfants à partir de 7-8 ans de pouvoir tenir en tout cas 50 minutes. Alors, ça veut bien dire pas 50 minutes assis de méditation, hein, on s'entend bien. C'est le thème, enfin la séance entière de méditation, enfin, on va dire la séance entière de méditation pleine conscience dure 50 minutes, 1 heure. Mais dedans, il y a plein d'exercices différents. Et ce qui fait que c'est ça qui fait qu'on peut garder leur qualité d'attention. Si c'était 50 minutes de méditation assise, ce ne serait pas possible. Il y a vraiment donc un moment de pratique individuelle, puis des moments en groupe avec des échanges. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant dans la pratique de la pleine conscience, c'est ces moments d'échange. Donc, on va vraiment pouvoir travailler dans la pleine conscience toutes ces notions autour de l'émotion, qu'est-ce que je vis, comment est-ce que je le vis. Ça permet notamment aussi de pouvoir agir sur l'impulsivité, que ce soit pour des enfants avec troubles du déficit de l'attention et hyperactivité ou non, mais pour tout enfant, je pense que le fait de pouvoir comprendre qu'on peut avoir une attention qui n'est pas forcément du tac au tac, c'est une énorme découverte. C'est aussi un entraînement cognitif parce qu'on va travailler sur beaucoup de qualités attentionnelles différentes. Ça permettra d'aborder aussi tout ce qui est en lien avec les pensées, donc notamment les ruminations, les pensées répétitives, les jugements vis-à-vis de soi-même, le fait de se dire « oh, j'arrive pas à faire ça, je suis nulle, j'ai pas réussi mon exercice de maths, j'arrive moins bien que les autres ».
des pensées que les enfants peuvent avoir à tout moment, et c'est normal de les avoir, mais on peut aussi leur apprendre justement à les voir non pas comme étant ce qui les définit eux-mêmes. Donc, par exemple, si un enfant se dit « moi j'ai raté mon exercice de maths, je suis nul », là, il se définit comme étant nul de par cette pensée de « j'ai raté l'exercice », alors qu'en fait, on peut penser qu'on a raté l'exercice, et on a le droit d'avoir cette pensée, c'est normal d'avoir des pensées, et c'est pas pour autant que ça veut dire que ça me définit en tant qu'être humain. C'est pas la pensée, c'est un fait, c'est comme un son, c'est un son, on l'entend, et une pensée, c'est normal d'en avoir, mais c'est pas pour autant que ça nous définit en tant qu'être humain. Et puis, un des points centraux dans la pratique de la pleine conscience, c'est que ça permet vraiment d'aborder le non-jugement et la bienveillance. J'avance un tout petit peu, comme ça, on aura le temps de pouvoir aborder un petit peu tous les... C'est vraiment des clés pour apprendre. Je trouve que c'est dans des moments de coopération et de partage que c'est le plus riche. Si on devait apprendre la pleine conscience à un enfant en duo adulte-enfant, ça pourrait être intéressant, mais je trouve vraiment que c'est dans le cadre d'un groupe qu'il y a le plus de qualités et de compétences qui sont développées. C'est un apprentissage qui est très riche et très dense, aussi bien pour l'adulte que pour l'enfant. Il apprend à voir et à écouter ce qu'il y a dans son corps, à reconnaître ses émotions. Pour les enfants, ce n'est pas toujours évident de pouvoir reconnaître non seulement l'émotion, mais qu'est-ce que ça produit à l'intérieur de nous-mêmes comme signe, on va dire. Ça permet de retrouver un espace de calme. Ça ne veut pas dire qu'on doit forcément toujours être calme ou qu'on doit forcément toujours être zen, mais plus qu'il peut avoir certaines... souvent, on utilise cette notion de bulle, mais voilà, ces moments ressources. Et ça, c'est quelque chose qu'il n'a pas besoin d'aller chercher à l'extérieur, il l'a en lui, notamment la respiration. Et quand il pratique assez souvent ces moments de pleine conscience, les élèves assez vite se rendent compte que ces ressources, ils les ont à l'intérieur d'eux-mêmes et ils peuvent les utiliser à tout moment de la journée face à une évaluation quand ils vont se mettre à stresser parce que tout à coup, ils sont plus sûrs de réussir avant l'éval. Ben, le fait de pouvoir se dire « Ok, c'est bon, je suis là, je respire », de bien s'installer, d'être en contact avec le sol, plein de petits outils qu'on va pouvoir leur apprendre. Ça les enrichit, puis c'est vraiment le fait de pouvoir se dire c'est en moi, j'ai pas besoin d'avoir quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre vers qui aller. Et puis je vous montre du coup juste un petit outil qu'on appelle le stop, notamment. Il y a des tonnes et des tonnes d'outils et de pratiques qui sont utilisés en pleine conscience. Dans les méditations, donc il y a des méditations guidées sur la respiration, sur les pensées, sur les sons. Après, on peut faire des méditations sur des thèmes, méditation de la bienveillance, méditation de la gratitude, méditation du cœur. Donc, il y a vraiment plein de choses. Et le stop, notamment, c'est un outil qui est très souvent mémorisable par les enfants, notamment. Parce que le stop, c'est donc l'anagramme en anglais, donc la première lettre, stop. La deuxième lettre, take a breath, donc respire. Le O comme observe, observer. Et le P comme proceed, agir ou décider. Et avec les enfants, on peut assez souvent utiliser cet outil comme un petit rappel, un petit rappel mémotechnique pour se dire ok, là je suis en conflit ou il se passe ça, qu'est-ce que je peux faire? Puis moi je trouve que c'est vraiment quelque chose qui peut être facilement transférable dans la vie d'une classe. Alors c'est vrai que dans un conflit avec un camarade, ils vont pas forcément se dire ok, il faut que je fasse le stop, mais ça peut être à nous de leur rappeler, ou en cas d'anxiété ou dans un moment où il y a un petit chagrin ou ce genre de choses, on peut rappeler ces petits outils qui prennent franchement 2 minutes. Pour l'enfant, il s'agit juste de s'arrêter, on respire calmement, on observe comment on se sent à l'intérieur de soi, qu'est-ce qui se passe autour, et puis après on va agir. C'est vraiment cette mini-pause qui, pour certains, au début, ils auront l'impression que ça ne va rien changer et puis que ça n'a rien changé à leur manière habituelle de réagir.
Et puis pour d'autres, ils vont se rendre compte assez vite qu'en fait, ça permet quand même d'avoir du recul et puis un plus grand choix de possibilités de réponse. Vous ferez le test pour vous-même aussi, une fois si jamais vous êtes en conflit ou que quelque chose vous énerve ou qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas tout de suite. Essayez cet outil stop, ça fait du bien. Ça, c'est les 9 thèmes. Des fois, on en retrouve 8. Quand il y a donc ces 8 séances, moi, en l'occurrence, j'ai fait donc sur 9 séances et chaque séance prend environ 1 mois. Mais ceux qui font donc sur 8 semaines font 1 semaine sur le pilote automatique, 1 semaine sur le corps, 1 semaine sur la respiration, 1 semaine sur les sons, 1 semaine sur les émotions, etc. Je trouve que c'est extrêmement court de faire une séance d'1 heure sur les émotions pour aborder le thème des émotions avec les enfants. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est plus intéressant de pouvoir faire sur plusieurs séances. Mais après, voilà, ça dépend aussi du temps que les enseignants veulent ou éducateurs veulent mettre à disposition pour cette pratique. Et donc, on retrouve dans ces thèmes, par exemple, si on a le thème du corps, sur la séance où on va aborder le corps, ben, peut-être qu'il y aura une méditation marchée ou bien un exercice de yoga. Dans les premières séances, il y a plutôt le body scan, parce qu'on veut rendre plus attentif à cette notion de pilote automatique, le fait que l'esprit parte et revienne. La méditation assise, elle est dans presque tous les thèmes. Simplement, elle sera ciblée, si je reviens sur la slide d'avant, elle sera ciblée entre est-ce que c'est une méditation sur les sons, est-ce que c'est une méditation sur les pensées, une méditation sur les émotions, et ainsi de suite. Les méditations, généralement, avec les enfants, ne durent pas plus de... Au début, en tout cas, pas plus de 10 minutes, mais je dirais même que ça peut être entre 3 et 10 minutes. Si vous regardez un peu dans les ouvrages de pleine conscience, c'est vraiment... il y a des méditations qui débutent même avec 1 à 3 minutes. Donc, vaut mieux débuter tranquillement que de vouloir faire quelque chose de 10 minutes ou de 20 minutes et les perdre tous. Et puis, souvent, en fin de programme de pleine conscience ou à la fin des 8 semaines, ou en l'occurrence, dans les thèmes qui avancent un peu plus vers la fin, là, vous pouvez vous permettre d'avoir des pratiques méditatives qui sont un peu plus longues, mais avec les enfants, généralement, ça ne va pas au-dessus de 20, de 25 minutes, ce qui est déjà énorme. Pour les adultes, généralement, dans les pratiques, enfin dans les cursus de 8 semaines aussi de pleine conscience, c'est 45 minutes. Donc, il y a des pratiques formelles que j'ai nommées au début, là, donc la méditation assise, marcher, le yoga, le body scan, donc le scan corporel qui est un exercice de visualisation et de ressenti des différents endroits du corps. Et puis, il y a des pratiques qu'on appelle plutôt informelles, à savoir le fait vraiment d'être là présent à ce qu'on fait. Ça peut être, on se brosse les dents, on est sous la douche, simplement amener de la présence dans l'expérience du moment même. J'ai mis en parenthèse le raisin parce qu'il y a un exercice qui est très connu dans la pratique de la pleine conscience où il s'agit vraiment d'être attentif à l'alimentation et aux 5 sens dans le fait de goûter un aliment. Ça, c'est quelque chose que les enfants aiment beaucoup aussi. Donc, comment débuter la pleine conscience? Par des méditations guidées, oui, mais vraiment par le fait de faire avec. Mettez-leur pas juste un CD et puis vous êtes en train de faire autre chose ou vous les observez. Faites avec. Vous verrez aussi ce que ça provoque en vous. Si vous pouvez être 2, c'est parfait parce qu'il y en a une qui peut un peu plus peut-être guider au niveau des réactions des élèves et l'autre qui peut vraiment être dans la pratique méditative. Mais si vous êtes toute seule avec le groupe d'enfants, c'est pas grave, faites quand même. Et c'est sûr que de temps en temps, vous serez gêné par ce qu'ils font ou des bruits ou ce genre de choses, ou peut-être au début des rires, parce que c'est très souvent comme ça que ça se passe. Mais c'est OK, c'est comme ça aussi qu'ils vont pouvoir continuer. Et l'idée, c'est pas forcément de les arrêter à chaque acte qui va déranger la séance, mais plutôt de verbaliser, de dire « Ok, ben, j'ai bien vu que pour toi, c'était compliqué, tu as rigolé. Est-ce que tu sais pourquoi ?» Puis peut-être que justement, il y aura des explications. « Oui, ben, parce que ça me gênait de penser à mes pensées ou ce genre de choses. » Donc, c'est vraiment important de leur laisser aussi de la parole par rapport à ça. Je vous ai mis quelques exemples d'activités
là, avec vraiment du matériel de classe, trouvé dans la classe, donc j'ai rien ramené d'autre. Et l'idée, c'était vraiment de faire un parcours de psychomotricité. Donc, c'était dans le thème du corps, donc dans le 4e thème. Et ils étaient, d'abord, ils passaient en chaussettes, et ensuite pieds nus, et ensuite en fermant les yeux, en se faisant guider par un camarade. Et l'idée, c'était de pouvoir les rendre attentifs à quelles sont les sensations, déjà, dans un premier temps, et au niveau des pieds, et quel changement ça fait, si j'enlève une chaussette ou pas, si je ferme les yeux ou pas. Est-ce qu'en enlevant le sens de la vue, le sens du toucher est renforcé ou pas? Et ça peut être des exercices qu'on fait aussi avec l'alimentation. Quand on mange, habituellement, on n'est pas très concentré, on va dire. Et là, dans l'exercice du raisin, par exemple, on les invite à fermer les yeux pour sentir l'objet, pour l'amener vers l'oreille, pour le goûter, pour le toucher. Donc, en enlevant des sens, ou disons plutôt en se centrant sur un sens à la fois, on décuple les sensations. Et là, donc, notamment, c'était sur le sens du toucher. Ça a permis notamment de créer avec eux un panneau des sensations, ou bien un mur sensoriel, où c'est tous des mots qui venaient d'eux. Donc, c'est un des supports au niveau des pieds. Ah, c'était rugueux, c'était mou, c'était dur, c'était froid, c'était chaud. Comment est-ce que c'était? Et puis vraiment, on va les encourager à dire. Il y a plein d'autres exercices comme ça qu'on peut faire avec les enfants, où ils doivent toucher des objets, puis décrire, dire comment c'était. Assez souvent, ils vont avoir tendance à dire quel est l'objet qu'ils ont dans la main, et puis c'est pas ça qu'on veut. Donc nous, là où on les invite vraiment, c'est à essayer de décrire les sensations. Il y a bien évidemment aussi du yoga qui peut se faire avec les enfants. Il y a d'autres activités sportives qui peuvent se faire, et le yoga, c'est le point je dirais, attractif pour les enfants, c'est que c'est vraiment en mouvement. Il y a le côté ludique, parce que les postures ont des noms d'animaux ou ce genre de choses, donc ils peuvent aussi venir piocher des cartes, et ils aiment généralement assez bien. C'est pas pour autant qu'il y a besoin de faire chaque fois des pratiques en mouvement, et je trouve que c'est bien d'avoir une alternance entre pratique assise et le yoga. Peut-être, je ne sais pas si vous faites sur un mois, 3 séances assises et une séance où il y a un peu plus de mouvement, par exemple. On a un peu débordé. Normalement, l'atelier se termine maintenant, mais du coup, ça peut être intéressant d'avoir un moment d'échange et de questions pour celles qui peuvent rester. Juste pour dire aussi que du coup, avec les enfants, vraiment, il y a des tonnes et des tonnes de choses qui peuvent se faire, et notamment, même avec les sons, écouter des musiques et par exemple, identifier quelle émotion ça provoque à l'intérieur de nous-mêmes. Des images, et reconnaître sur les images quelle émotion je vois en voyant telle image. Il y a vraiment plein de choses qui peuvent se faire, et ce qui est important, je pense, c'est de ne pas réduire la pleine conscience à uniquement la méditation assise, fermer les yeux, être en tailleur, en lotus, et rester là. Et c'est pas juste ça la méditation de pleine conscience. Il y a des moments, bien évidemment, formels, c'est-à-dire de méditation assise, et il y a plein d'autres activités parallèles qui permettent de travailler sur la thématique qu'on choisit d'aborder, les émotions, les pensées, etc. Je regarde juste ce que j'avais mis. Le programme, le PowerPoint, si jamais je pourrais vous l'envoyer par mail, mais du coup, je vous ai mis un peu des références de programmes. Ce qui veut dire que eux, c'est vraiment en l'occurrence, ces auteurs, et il y a un auteur masculin et les autres, c'est des femmes. On fait vraiment des programmes, c'est-à-dire que c'est sur en tout cas 8 semaines, voire sur des programmes annuels. Eline Snell, vous connaissez sûrement, c'est la petite grenouille. Vous avez déjà sûrement dû entendre. Et tous sont assez intéressants. Clarisse Gardès, c'est un peu pour les plus jeunes aussi. Je me suis rajoutée aussi en premier, non pas pour une question d'ego, mais une question d'ordre alphabétique. Et il n'est pas encore paru. Le programme annuel, il paraît au mois de mars, si jamais, aux éditions de Buck. Et puis, là, c'est des références littéraires plus si vous voulez travailler la visualisation, par exemple,
une histoire racontée et l'enfant doit se projeter quelque part, ou alors sur des émotions. Voilà. Et puis, ça, c'est plus des livres pour vous, plus de méditation pleine conscience pour les adultes. Et puis, je crois qu'à la fin, il y a les références, ouais, toutes les bibliographies générales. Donc ça, vous pourrez regarder tranquillement chez vous si vous voulez. Donc, n'hésitez pas à rallumer vos micros. Et puis, comme ça, on peut prendre un petit moment si vous avez des questions, des choses qui sont pas claires. Ben, c'est plus que ça. Moi, ça me donne vachement envie de poursuivre et d'approfondir et de continuer. Au-delà de stimulant, ça vient confirmer en fait l'élan, moi qui m'anime là, qui est là depuis maintenant plusieurs années. Et pour avoir découvert la pleine conscience dans ma vie personnelle depuis plusieurs années et dans ma vie de tous les jours, d'essayer de pratiquer dans mes gestes quotidiens cette vigilance, cette attention. J'arrive pas encore à l'intégrer en mode assise pendant 20 minutes, même assise même pendant 5 minutes, j'arrive pas en fait à me poser. Du coup, alors Alice, j'essaye de ne pas me juger par rapport à ça et voilà, c'est le processus et peut-être qu'à un moment donné ça viendra, mais je me dis que là, du coup, l'impression que j'ai, c'est que d'avoir ce désir de pouvoir offrir et proposer ça aux enfants, parce que je constate comment dire, le bien fondé de tout ça, et moi, ça m'amène voilà, à approfondir aussi ma pratique et à me bousculer un peu. Et me bousculer, ouais, oui, peut-être, ouais. Mais ouais, enfin, du coup, merci. Je lis. Mais du coup, voilà, je trouve c'est vraiment passionnant et j'apprécie beaucoup la diversité des supports, par exemple. Et ça, pour avoir une toute petite expérience là avec les enfants, je vois bien que c'est vraiment très nécessaire. Moi, je le vois dans mon activité où je propose plusieurs choses différentes et je vois que ça a beaucoup de sens que ça s'équilibre. Mais aussi, voilà, pour les enfants, la notion de créer de l'envie aussi, de créer de l'adhésion, créer du désir pour l'espace, ça met vraiment du temps aussi à se mettre en place. Donc la patience, ça me parle beaucoup. Ouais. Et du coup l'idée de formaliser en fait une pratique avec les outils des programmes, ça me parle vraiment. Et donc du coup, ton programme, il va être tu formes les gens Est-ce que tu proposes des formations au-delà de tu sors un livre, du coup, j'imagine? Oui, donc du coup, en fait, moi, dans le cadre de ma formation, je m'étais rendu compte qu'effectivement, il y avait peu de programmes pour enfants sur une année. Ouais. Et en l'occurrence, partant du principe qu'une année scolaire, c'est une année, je me suis dit c'est intéressant de pouvoir travailler le thème des émotions un peu plus que sur une séance d'1 heure. Parce que les élèves savent déjà pas forcément identifier leurs émotions. Donc, si on leur demande direct, va faire une méditation sur tes émotions dans une séance d'1 heure, ça me semblait très court. Et donc, du coup, j'ai élaboré un programme de pleine conscience sur une année et qui va être effectivement édité là au mois de mars. Le but, c'est vraiment, vraiment de pouvoir partager un guide de pratique annuel avec, donc à l'usage des enseignants ou des pédagogues ou des éducateurs, enfin, à partir du moment où on travaille avec un groupe d'élèves qu'on peut voir dans la semaine, en tout cas à peu près 1 heure. Et c'est vraiment comme un guide ou un recueil d'activités sur ces thèmes, donc qui suivent ces thèmes de pleine conscience, avec des méditations guidées dedans, donc à chaque fois. Et avec, parce que c'est vrai que quand on débute la pleine conscience, c'est difficile si on n'est pas formé de pouvoir guider soi-même. Ben oui. Faut se sentir à l'aise, faut se sentir à l'aise aussi dans qu'est-ce qu'on va leur dire, quelle formulation on utilise, est-ce qu'on va lui dire fermez les yeux, fermons les yeux, tu fermes les yeux, enfin on ne sait pas trop au début.
Donc, je trouve que c'est intéressant si vous choisissez un ouvrage, prenez-en peut-être un au début où il y a des méditations guidées dedans. Ça vous enlèvera un petit peu de stress en vous retrouvant face aux élèves. Et du coup, vous vous dites, bon, bah, ok, au moins je fais l'exercice avec eux, mais j'ai pas besoin en plus, moi, de guider tout de suite alors que je suis pas sûre de si je fais juste, pas juste, etc. Donc voilà. Et puis sinon, je forme les enseignants, notamment en l'occurrence là, j'avais proposé des formations continues à l'université de Fribourg. Donc c'est loin. Bah oui. Et, je suis en Bretagne. Je suis de ah, oui. côté. Ah oui, ça fait un petit bout. Et, mais avoir, il y a d'autres projets en cours et notamment aussi des stages. En l'occurrence, c'est du coup moins à l'attention que des enseignants, mais c'est stage yoga et méditation. D'accord. Donc, mais vous retrouvez toutes les informations si jamais sur ma page Facebook au début. Ouais. Okay. Mais en tout cas, ouais, très contente d'entendre, Cécile, que ça nourrit ton envie de. Ah ouais, vraiment. C'est chouette. Ouais, il y a quelque chose là. Merci. Pour dire sur ce que Cécile, si j'ai le temps, je ne sais pas, sur Oui. ce que Cécile disait, moi aussi, je suis très, très enthousiaste de toutes les manières. C'est un fil qu'on a commencé à tirer et je pense que voilà, on remonte petit à petit cette pelote pour en dénouer et comprendre un petit peu comment ça se passe. Moi, j'ai deux remarques, trois. Je viens de me rendre compte en t'entendant, Julie, que en fait, je pense qu'il faut aussi se faire confiance. Tu as beaucoup parlé de non-jugement, d'acceptation, de patience. Et en fait, je me rends compte que tout ce qu'on a évoqué là, ça fait écho. Il y a des choses, il y a beaucoup de choses finalement que je fais dans ma classe, mais que je minimise en fait dans l'analyse que je peux porter. Donc je pense que c'est aussi l'idée de se parler comme ça, de se dire, bah oui, je fais déjà des choses et il faut que je continue à les faire parce que finalement, c'est peut-être pas encore satisfaisant, mais si je le fais, c'est qu'il y a déjà un début. Donc soyons contentes de ce qu'on fait et continuons à progresser sur cette voie-là. Je pense qu'aussi, il faut en parler autour de soi. Parce que la difficulté c'est bien de pratiquer, d'expérimenter, de faire avec sa classe, mais de le partager au sein d'une équipe, quand on travaille au sein d'une école ou d'un réseau de professionnels, c'est super important et je pense que je vais sensibiliser les collègues. Ça me donne envie en tout cas de dire oui, vous vous plaignez du climat scolaire, vous vous plaignez du climat qu'il y a dans la classe, de la difficulté d'avoir l'attention et pourquoi ils ne mémorisent pas et pourquoi ils ne sont pas. Voilà. Et de se dire, attendez, il y a peut-être des pistes à explorer. Et ça, ce partage entre collègues, il me semble essentiel. Ça va un peu dans tous les sens. Autre remarque, on parle du corps et je pense que le corps en ce moment, pour les enfants, il est malmené puisqu'ils n'ont plus leurs activités sportives ou culturelles. C'est école et couvre-feu, masque, évidemment, ce que ça implique dans l'expression des sentiments, dans la difficulté de communication. Donc ce rapport au corps, on l'a aujourd'hui et les répercussions, à mon sens, vont être sur les mois, voire les années à venir. Donc toute cette approche où on va analyser ce qu'on ressent, écouter et comprendre notre corps, elle est juste essentielle. Voilà, donc je raccroche un petit peu ça au contexte. Et la dernière chose que ça m'a évoqué pendant la formation, c'est que je pense qu'il y a aussi... Alors moi, je suis beaucoup dans le partage, mais il y a aussi il y a le partage envers les collègues et aussi sensibiliser les familles aux bienfaits de ça. Parce que je me rends compte que quand en début d'année je dis voilà, je fais des petits exercices de méditation, je vois bien le petit sourire en coin des parents assez incrédules où ils disent enfin, bon. Et en fait je me dis que c'est comme ce que je disais au début, faut peut-être l'affirmer un petit peu plus, le revendiquer, enfin vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, oui, c'est pas, comme tu l'as dit, c'est une technique, une méthode scientifique qui a été validée pour les adultes, et y croire et dire aux parents, écoutez, je vous invite à en parler avec votre enfant, faites-moi des retours, venez qu'on en parle, parce que les parents peuvent être prescripteurs. Et je travaille dans un milieu très populaire où on a du mal à voir les parents, mais pour le bien-être des enfants, peut-être que ça peut être une porte d'entrée pour une discussion autre que celle qu'on soit là, les apprentissages, voilà, je vous livre en vrac plein de réflexions. Désolée, ça. Non, mais c'est très bien. Je rebondis juste sur ce que tu disais, Marie. Je pense que c'est effectivement essentiel de se dire, vous en faites déjà toutes de la pleine conscience.
Et pour les enfants, c'est pareil. Donc, il n'y a personne qui est débutant. Et c'est ça la richesse, en fait, c'est qu'on prend conscience de ce qu'on a déjà et de toutes les ressources qu'on a déjà en nous. Ça, c'est un point essentiel. Le partage entre collègues, effectivement, c'est très important aussi. Au début, quand j'ai débuté la pleine conscience dans l'école où je travaille, j'étais la première qui était OK d'accueillir quelqu'un qui faisait de la pleine conscience et qui est venu faire ses 8 semaines dans ma classe. J'ai été vue comme la saugrenue, le martien qui tombait d'une autre planète. Alors que maintenant, voilà, il y a plusieurs classes qui font de la méditation pleine conscience, il y a plusieurs classes qui font du yoga aussi, et c'est vraiment, il y a d'autres programmes attentionnels qui peuvent être utilisés, par exemple Attentix, peut-être que vous connaissez en France, ou Atoll, je crois aussi, et c'est vraiment des programmes attentionnels, et la méditation pourrait être utilisée, on va dire, par moment de la même manière. On pourrait appeler ça un programme attentionnel, même si je suis moins fan du terme. Parce qu'en fait, il s'agit plus d'être attentif, mais d'être présent. Mais je dirais que oui, maintenant, le partage entre collègues est aussi important. Et puis, je pense que c'est chouette de pouvoir avoir des retours et puis de montrer ce qu'on fait, même si au début, vous allez peut-être être un peu montré du doigt parce que c'est pas encore ouvert de partout, mais ça avance. Et puis, par rapport aux parents, il y a de nombreux programmes aussi où les parents sont mobilisés. C'est-à-dire que soit il y a des petites pratiques à faire à la maison, où on leur donne un questionnaire ou ce genre de choses. Moi, dans le mien, d'ailleurs, je vois que Alice a mis le lien du livre dans le chat. Je ne savais même pas que le lien était déjà en ligne, donc voilà. Je mets une place importante pour les parents aussi, et notamment, je prévois, là en l'occurrence avec le Covid, c'est un peu plus compliqué de pouvoir utiliser ça, mais je trouve important, par exemple, de leur présenter le programme et ce qui va se passer dans la pratique de la pleine conscience, justement un peu pour dédramatiser ou pour les rassurer un peu sur justement le fait que c'est des exercices, c'est pas être assis et répéter des mantras,